et de recommencer nos soirées. Cela nous paraît d'autant plus important dans cette période où la Russie traverse une nouvelle période de folie dans son histoire, d'ailleurs qui provoque une nouvelle vague d'immigration. Ce soir, nous allons parler d'une des plus marquantes figures de l'immigration qui a suivi la Révolution d'octobre, Nicolas Berdyaev, et son dialogue avec le monde intellectuel français, avec Jacques Maritain en particulier. Il s'agira de la présentation du livre de correspondance entre Nicolas Berdyaev et Jacques Maritain. Ce livre vient de paraître aux éditions Inca Press. Et nous avons beaucoup de joie, beaucoup d'honneur aussi, à accueillir ce soir Bernard Hubert, docteur en philosophie, directeur des cahiers Jacques Maritain, qui a préparé cette correspondance en s'appuyant sur des archives russes et françaises. Grand merci Bernard pour votre confiance, pour le fait de confier ces éditions, ce livre aux éditions Inca Press, qui était fondé sous l'impulsion de Nicolas Berdyaev. C'est donc particulièrement stimulant de voir qu'aujourd'hui, les amis de Jacques Maritain, les amis de Nicolas Berdyaev se réunissent à nouveau afin de transmettre l'héritage de ces deux philosophes à un public de plus en plus large. Je tiens également à remercier Françoise Lessou, qui s'est beaucoup investie dans ce travail, et c'est grâce à elle que ce livre voit le jour. C'est elle qui va animer cette soirée. Avant de lui passer le flambeau, juste quelques annonces pour noter les dates des soirées à venir. La semaine prochaine, à 18h30, nous aurons une soirée poétique avec Dmitri Strotsev, poète de Minsk, qui est actuellement en France. Il va nous lire sa poésie et tout naturellement, ce sera l'occasion aussi pour parler des questions qui nous perturbent tous en ce moment. Ce sera aussi l'occasion pour présenter le livre de ses traductions françaises qui doit apparaître dans quelques jours. Donc, cette rencontre va se dérouler en présence de l'une de ses traductrices et aussi de sa éditrice Virginie Simagny. Le 10 octobre, nous aurons une soirée consacrée à la nouvelle traduction de Mikhail Bulgakov, le livre de traduction préparé par Laure Trubetskoy. Ce livre a été édité aux éditions Inca Press ce printemps et vous pouvez déjà l'acheter et mieux préparer cette rencontre. On va écouter Laure Trubetskoy et certainement on aura aussi d'autres surprises lors de cette soirée. Donc notez ces deux dates, vous voyez que le rythme devient vraiment très dense. Chaque semaine il y a une soirée. Le 3 octobre, Dmitri Strotsev, poète de Minsk. Le 10 octobre, on va parler de Bulgakov grâce à la présentation de Laure Trubetskoy. Il faut-il rappeler que non seulement c'est la traductrice renommée de Mikhail Bulgakov, mais c'est aussi une chercheuse éminente grâce à qui on connaît Mikhail Bulgakov en France. Je donne maintenant le micro à Marie pour parler aussi des mercredis des écrits des éditeurs éminents. Bien, donc nos soirées littéraires ont lieu traditionnellement le lundi depuis des années. Et depuis l'année dernière, nous proposons également les mercredis des éditeurs. C'est un format légèrement différent. Il s'agit de cycles de conférences, de 5 conférences sur un sujet donné, sur un thème donné. Le premier cycle a eu lieu au premier semestre de l'année dernière par André Lich, qui est ici présent d'ailleurs, sur la musique russe. Tu peux lever la main, André, pour moi. Voilà. Et le second semestre a vu un cycle de 5 conférences sur la Sibérie, intitulé « La Sibérie, une Russie lointaine ». Et nous commençons notre 3e cycle de conférences le 5 octobre. Donc il y aura 2 conférences en octobre, le 5 et le 19, et ensuite 3 conférences en novembre, le 9, le 16 et le 30. Et l'intitulé du cycle, c'est « Pour une histoire de l'icône russe, 10 siècles de Byzance à Paris ». Et par Grégoire Aslanov, qui est ingénieur d'études au CNRS et chargé de l'enseignement de l'histoire de l'art chrétien à l'Institut Saint-Serge de Paris. Et
et il travaille dans un centre André Chastel, unité mixte de recherche en histoire de l'art. Il est également lui-même iconographe et élève de Léonid Ouspensky. Donc malheureusement l'affiche a connu quelques petits problèmes techniques, mais vous pouvez dès demain vous inscrire soit pour le cycle complet, soit conférence par conférence sur le site des éditeurs réunis. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, on passe à l'essentiel. Comme ça, c'est à toi le micro. Pour animer cette soirée. Bon, merci. Merci beaucoup. Je voudrais simplement, en préambule, souligner l'importance de cette correspondance qui est en même temps publiée, exactement en même temps, publiée en français et en version russo-polonaise. Et je dirais simplement qu'il est question justement en ce moment d'une traduction en anglais, ce qui montre l'importance de cette correspondance dans un contexte européen large. Et donc nous avons la chance de la découvrir grâce à Bernard Hubert qui a fait cette édition très fouillée et avec une préface qui est extrêmement circonstanciée, détaillée. En fait, ces deux éditions se complètent d'une certaine manière. On a deux visions différentes. Là, en quelque sorte, c'est une vue panoramique. Et enfin, il y a des choses qu'on trouve ici et qu'on ne trouve pas là, et inversement. Et ici, c'est un petit peu une étude au microscope, extrêmement précieuse dans tous ses détails pour les échanges et la vie intellectuelle et spirituelle de cette époque-là. Voilà, donc je donne la parole à Bernard Hubert pour ce travail, ce très grand travail qu'il a fait. Le micro. J'ai besoin du micro peut-être. Oui, c'est mieux pour vous. Voilà, ben, tout le monde se remercie, mais bien sûr, si l'édition n'avait pas été acceptée par Tatiana et par Mélanie, ben, bien sûr, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc c'est surtout eux qui ont été vraiment qui ont poussé à la roue pour que ce travail soit édité. Et puis Françoise Le Sourd a fait une révision complète qui a été très très précieuse pour tout ce qui est la partie, tous les noms russes par exemple, et de nombreux détails. On vous a dit que j'étais directeur des cahiers Jacques Maritain, et donc moi je représente dans le dialogue, je suis plutôt connaisseur de Jacques Maritain, et par le biais de ce travail, je découvre peu à peu, de mieux en mieux, moi je commence à découvrir Nicolas Berdyaev. Donc déjà, si je prononce mal le mot Berdyaev, ne m'en voulez pas. Je ne suis pas des deux côtés. Voilà. J'étais vraiment mariténien au départ. Alors pourquoi je me suis intéressé, on m'a demandé de dire quelques mots sur l'intérêt que j'ai porté et pourquoi j'ai porté un intérêt à cette correspondance. Alors la première fois que je me suis intéressé au lien entre Maritain et Berdyaev, c'est à l'occasion d'une journée d'études à Toulouse, une journée maritainienne, comme on en fait chaque année. C'était en 2018, et c'est pas moi qui avais choisi le sujet, c'était Michel Fourcade, qui m'avait dit « Tiens, tu pourrais parler de Maritain, Berdyaev et la liberté ». Je ne connaissais pas beaucoup Berdyaev, et donc je me suis surtout aidé de l'index des œuvres complètes, qui, de fait, cite de nombreuses fois Nicolas Berdyaev. Et c'est un des auteurs contemporains de Jacques Maritain qui est cité. Alors bien sûr, Yves Simon est cité 60 fois, un peu plus que Berdyaev, mais parmi les contemporains, Berdyaev est vraiment un des auteurs cités de manière très significative. Alors moins que Bergson, bien sûr, qui avait été le maître de Maritain, mais c'est quand même un auteur significativement qu'on peut repérer. Et sur la question de la liberté, il y a dans les œuvres complètes, il y a quelques allusions, mais ce n'est pas l'enjeu principal de leur lien sur la notion de liberté. Et à cette occasion-là, une des personnes qui assistait à cette journée d'études
avait avec elle la lettre l'échange de lettres, non, elle avait la lettre de Berdyaev qui écrivait à Maritain au sujet de la question de la liberté, pour lui dire qu'il trouvait que la philosophie thomiste ignorait vraiment le fond de la question de la liberté, tel que lui l'envisageait, bien sûr. Alors voilà, ça a été un premier essai, et puis de fait j'ai été pris par d'autres choses. Alors ensuite, un peu plus tard, en 2019, dans la ville de Caen, en Normandie où j'habitais, il y a eu dans un petit centre de réflexion théologique plusieurs personnes qui voulaient réfléchir sur des figures intellectuelles engagées. Et donc ils avaient cité Emmanuel Mounier, Dietrich Bonhoeffer, et puis aussi Nicolas Berdyaev, notamment parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont bien travaillé Berdyaev, M. Fromaget et puis Jean-Marie Gourville, qui habitent Caen. Donc voilà, il y avait un petit réseau qui connaissait Berdyaev. Et moi, comme j'avais été invité, j'ai dit, mais on pourrait parler aussi de Maritain. Et donc, de fait, ça m'a obligé à travailler une nouvelle fois. Sauf que le jour de la réunion, moi j'ai été pris par mon travail et je n'ai pas pu venir, mais j'avais donc commencé à lire de nouveaux textes, et notamment j'avais lu la première partie de Esprit et Liberté. Et donc voilà une deuxième occasion de réfléchir à ces rapports entre Maritain et Berdyaev. Un peu plus tard, en 2019, je suis allé dans la maison de Berdyaev à Clamart, où il reste cette maison de Clamart a été léguée au diocèse, à une paroisse orthodoxe de la région parisienne. Et donc il y habite un moine, une religieuse, et puis on pouvait venir consulter la bibliothèque. J'étais accueilli très fraternellement, et on m'a ouvert simplement la porte de la bibliothèque. Bien sûr, beaucoup de choses ont disparu, mais il restait les livres de Maritain, il restait des livres de quelques théologiens français, des livres d'Étienne Gisson, de Gabriel Marcel, mais si tous ces auteurs, de Gaston Fessard, si tous ces auteurs, il y avait un ou deux ouvrages, pour Maritain, il y avait une douzaine d'ouvrages, au moins. Alors ces ouvrages étaient disséminés dans toute la bibliothèque, donc je pense que j'ai été le premier à mettre tous les livres de Maritain, au moins sur la même étagère pour m'y retrouver. Et ces livres étaient annotés. Alors, vous ne connaissez peut-être pas les degrés du savoir de Maritain, mais c'est un livre copieux, difficile, qui fait 900 pages à peu près. Eh bien, il y avait 800 pages de ce livre qui étaient surlignées. Toutes les lignes étaient surlignées avec beaucoup de soin, quelquefois en bleu, quelquefois en rouge. J'étais vraiment très très étonné. Et en fait, de nombreux ouvrages de Maritain ont été... ils sont tous dédicacés, sauf le premier, celui qui avait été écrit Réflexion sur l'intelligence, qui avait été publié avant que Maritain et Berdyaev se connaissent. Donc Berdyaev avait ce livre, mais ce n'est pas Maritain qui lui avait envoyé personnellement. Alors quand j'ai découvert tous ces livres annotés avec autant de soin, je me suis dit, mais il y a une vraie rencontre intellectuelle pour un apprentissage mutuel de la pensée de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est sans doute peu connu, parce que on sait bien qu'ils se sont rencontrés lors de réunions interconfessionnelles, on sait bien qu'ils avaient des relations amicales, mais on imagine mal la densité de rencontres intellectuelles où ils font un effort mutuel de lire et d'annoter, de prendre en compte la pensée de l'autre, alors qu'ils se reconnaissent comme pratiquant des philosophies qui sont pas compatibles sur plusieurs points. Donc cette découverte m'a incité à approfondir un peu plus, et donc j'ai consulté les carnets de Jacques Maritain, qui sont publiés depuis peu de temps, mais qui couvrent la période 1930-1938, peut-être même un peu avant, 1927-1938, et là il y a des annotations multiples
qui signale les rencontres mutuelles. Donc Jacques écrit, nous allons passer l'après-midi à Clamart avec Raya. Raya, c'est Raïssa. Et puis, quelquefois, c'est l'inverse, c'est Nicolas Berdieff et Lydia qui viennent à Meudon. Et quelquefois, c'est toute la famille qui se déplace, donc la belle-sœur et puis les personnes âgées. Et donc, c'était vraiment pour eux, et je pense qu'il faut le dire, je pense que pour les Maritains, pour Raïssa, qui était russe d'origine, c'était sûrement très, très, très chaleureux et puis très agréable pour elle de revenir avec sa sœur et de passer une après-midi dans une ambiance russe. Et finalement, ils se sont adoptés mutuellement. Et Lydia écrit dans son livre que Maritain, on l'appelait le russe français. Voilà. Et de fait, voilà. Alors, Maritain a eu une amitié réelle avec Berdieff, mais de fait, Maritain à Meudon avait rencontré et a rencontré régulièrement des Russes. Il l'écrit dans ses carnets, soirée avec les Russes. Souvent, d'ailleurs, c'est le dimanche soir. Alors que les rencontres à Meudon et à Clamart, les rencontres à Clamart, ou les rencontres interconfessionnelles ont lieu à des jours fixes de la semaine. Les premières réunions interconfessionnelles, c'est le jeudi. Les réunions intimes à Clamart, c'est le mardi. Les réunions de Maritain avec les Russes, c'est le dimanche. Et ça nous permet de nous y retrouver parce que les rencontres sont multiples et quelquefois elles étaient... Il y a des périodes où il y a des réunions avec les Russes à Meudon, il y a des réunions interconfessionnelles à Paris le jeudi, et puis il y a aussi les premières réunions interconfessionnelles à Clamart. Donc quand j'ai vu ce faisceau de documents qui permettaient d'avoir des éléments très, très factuels qui montrent les liens, ensuite, j'ai pu avoir accès aux lettres de Berdieff qui étaient arrivées chez Maritain et qui étaient dans le fonds Maritain. Des lettres écrites en français avec quelques détails qui montrent bien que c'était un Russe qui écrivait, mais sinon c'était quand même... Berdieff pratiquait le français avant d'arriver en France. Donc, par sa grand-mère française, il avait acquis, et ça lui a facilité grandement la vie pour rencontrer le milieu intellectuel parisien. Donc, vu tous les éléments, c'était possible de reconstituer les pièces. On avait les pièces du puzzle qu'il fallait quand même réunir pour arriver à réécrire le déroulement de leur amitié. Il y avait aussi le débat franco-russe, avec un texte important quand même, qui avait été publié à la suite de ce débat, un échange avec Maritain et plusieurs Russes, Vichyslav. Voilà, Vichyslav. Sur Descartes. Boris. C'était un débat sur Descartes. Un débat sur Descartes avec Berdieff. Et puis Maritain qui répond aux deux. Donc il y avait de nombreux éléments, aussi des éléments concernant Dostoïevski, parce que je pense qu'on ne le savait pas avant qu'on publie cette correspondance, que l'esprit de Dostoïevski, qui a été publié par Berdieff en 1929, aux éditions Saint-Michel, le texte, au départ, il avait été proposé à Maritain pour la collection du Roseau d'Or. Et Maritain a trouvé ce texte très intéressant, mais il a dit « je ne peux pas le publier dans la collection du Roseau d'Or parce que ça ne défend pas, ça ne promeut pas la ligne même du Roseau d'Or ». Et donc il a consulté Gabriel Marcel pour lui dire « puisque vous avez chez Clon une collection qui est plus large, vous pourriez prendre ce livre parce qu'il est vraiment très intéressant ». De fait, ce n'est pas là que le livre a été publié. C'est un peu plus tard, aux éditions Saint-Michel, qui a été publié. Donc, ce livre-là aurait presque pu faire le 4e livre de Berdieff publié dans les collections dirigées par Maritain. Donc, c'est quand même pas banal de voir que les premiers textes de Berdieff ont été traduits, ont été publiés dans des collections dirigées par Maritain. Et je crois que Maritain
et pas le seul, Stanislas Fumet aussi, et d'autres ont facilité d'une certaine manière la présence dans les milieux intellectuels français de la pensée de Maritain. Il faut dire en même temps que Maritain avait choisi certains textes de Berdyaev. Il n'aurait pas publié tous les textes de Berdyaev, mais ceux qui alimentaient la propre critique que Maritain faisait du monde moderne ou du communisme, ces textes-là, c'était pour Maritain des textes qui avaient vraiment une grande valeur, et il les a traduits et édités avec beaucoup d'énergie. Il publiait 3 textes plus l'esprit Dostoïevski, qui a été un peu dérouté, mais que Maritain appréciait bien. C'est quand même pas banal. Alors, avec tous ces éléments, j'ai pu faire un premier travail qui expliquait le déroulement de cette amitié qui se prolonge, et je le dis dès le départ dans l'article que j'ai publié. En fait, la dernière lettre de leur échange, c'est Berdyaev qui remercie, en 1946, qui remercie Maritain des colis que Maritain avait envoyés alors qu'il était aux États-Unis, des colis de nourriture. Vous imaginez, en 1946, tout ce qui pouvait manquer en France. Tout ce qui pouvait manquer en France. Et ça montre que leur amitié, je dirais, ils tenaient vraiment mutuellement l'un à l'autre. Faire envoyer des colis de nourriture depuis les États-Unis à Berdyaev, à Paris, en 1946, c'était quand même le signe qu'ils ne s'étaient pas perdus de vue, même s'ils étaient à cette époque-là chacun sur une rive de l'océan Atlantique. Alors, ce travail, je l'ai fait, et puis j'ai eu de la chance parce que, vous savez, quand vous publiez un article, ça met souvent du temps parce qu'il est relu. Et moi, on me l'a relu, et je vous avoue, on m'a dit, mais sur les migrations russes, vous ne savez pas tout encore. Il faudrait quand même un peu compléter votre travail. C'est intéressant parce que vous apportez des éléments nouveaux, mais bon, moi, je n'avais pas la culture de mon voisin Bernard Marchadier sur tout cet univers russe. Donc j'ai repris ma copie, j'ai corrigé, ça a pris du temps. Et entre-temps, j'ai pu obtenir les lettres que Maritain avait envoyées à Berdyaev, parce que ces lettres-là, en tout cas c'est le hiéromane Joseph qui était à Clamart, ils m'ont dit, mais au moment de la mort de Berdyaev, l'ambassade russe a dû dépêcher des gens pour prendre les documents qu'ils estimaient intéressants, et ils ont été rapatriés à Moscou. Avec la permission de qui et pourquoi, moi je n'ai pas de réponse à cette question. Et donc, tout était aux archives d'État. Et ayant croisé M. Alexis Kossirev en 2009 à Paris, j'avais gardé son lien, je lui ai demandé comment obtenir les lettres. Il m'a donné la procédure. La procédure n'avançait pas, et je l'ai recontacté en lui disant j'ai fait ce que vous m'avez dit. Je pense qu'il a dû décrocher son téléphone, et la procédure s'est mise à marcher. Et donc, on m'a envoyé les 70 lettres. Les 70 lettres de Maritain et les 3 lettres de Raïssa. Et j'étais inquiet parce que je me suis dit peut-être que les lettres sont en russe, parce que Raïssa parlait le russe et l'écrivait. Mais non, en fait, toute la correspondance est en français. Ce qui veut dire que cette édition est publiée par EMSA Press, c'est l'édition vraiment originale, parce que ce sont les textes en français qui sont les textes originaux de la correspondance. Alors que là, voilà, ils ont fait très bien, mais c'est seulement en polonais et en russe. Mais certains vont faire très bien, mais ça sera en anglais, puisqu'on s'intéresse déjà aussi à une traduction en anglais. Donc, il était temps de publier cette correspondance, parce que vous voyez, elle est publiée en russe, en polonais et bientôt en anglais. Et donc, voilà, on se trouve un peu par hasard au milieu de l'actualité sur l'édition de cette correspondance. Alors, je vous ai dit 70 lettres de Maritain. Au total, il y a 105 lettres. Donc, il n'y a que 32 lettres de Berdyaev au Maritain, parce qu'il écrit 3 fois, lui aussi, à Raïssa. Et puis, les autres, ils écrivent aux deux, quelquefois mutuellement. Ils s'écrivent
Donc, une fois que l'article était publié, après correction et relecture, je suis venu avec les lettres. Et puis cet article, je me disais, ça ferait plus sérieux pour proposer la correspondance à l'IMCA Presse. Et bon, et bien, de fait, j'ai été accueilli, je dirais très simplement, et on m'a dit, oui, c'est sans doute intéressant. Donc les choses se sont faites vraiment bien, et avec l'aide de Françoise Le Sourd, ça a été donc même très bien, parce que il y avait des éléments importants concernant toute l'atmosphère russe et toute la littérature russe que je ne maîtrise pas autant que Madame Le Sourd, et donc c'était bien d'avoir ça permet d'avoir un texte qui est aujourd'hui, je dirais, tout à fait présentable comme édition de référence, qui va servir aux traductions en tout cas pour l'anglais. Voilà. Donc voilà un peu l'itinéraire qui a permis d'aboutir à ce livre. Alors si vous l'avez déjà lu, je vous félicite. Si vous ne l'avez pas encore lu, je peux vous en donner, pas un résumé parce que c'est pas possible, mais il se trouve qu'il y a une revue qui m'a demandé de faire une recension. C'est pas très habituel, mais elle était pressée, donc elle m'a dit vous ne pouvez pas faire une recension. D'habitude, c'est pas l'auteur qui fait la recension parce qu'il pourrait avoir un a priori trop favorable. Bon. Donc je ne vous cache pas que j'ai un a priori très favorable, mais au moins je connaissais le fond du dossier, et donc ce que je vais vous dire, c'est justifié. Et si vous avez lu le livre, eh bien, vous allez le reconnaître. Alors je peux présenter un peu cette... Et puis après, le mieux c'est aussi d'échanger. Bernard Marchadier a aussi des choses très pertinentes à dire. Et puis je me ferai plus... J'écouterai vos propos. Donc, cet ouvrage comprend l'ensemble des 105 lettres, 73 plus 32, de la correspondance échangée entre, d'une part, Jacques ou Raïssa Maritain. Quelquefois, c'est les deux. Quelquefois, c'est Jacques seul, quelquefois, c'est Raïssa seul, peu, et quelquefois, ils signent tous les deux. Et d'autre part, le penseur russe Nicolas. Lydia ne participe pas peu dans les échanges. Depuis leur prise de contact en 1925, facilitée par la veuve de Liandois, jusqu'au décès de Nicolas Berdyaev à Paris en 1948. Les lettres échangées entre Raïssa, qui parlait et écrivait le russe, et Nicolas Berdyaev sont écrites en français. Ces lettres sont publiées grâce à l'accord du Cercle d'études, Jacques et Raïssa Maritain, et aussi des archives d'État d'art et de littérature de Moscou qui m'ont envoyé un contrat à respecter pour l'édition de ces lettres, puisqu'on doit noter chaque folio. C'est sans doute ce qu'a fait l'édition polonaise, mais je n'ai pas encore eu le temps de vérifier. Il fallait absolument préciser chaque folio des lettres qui nous étaient données. Alors ces lettres correspondent à la deuxième partie de l'ouvrage, qui vont de la page 136 à la page 206, en fait c'est presque la moitié de l'ouvrage, et elles sont suivies par deux annexes. Un index des noms qui sont cités dans la correspondance, donc si on veut savoir quels étaient les auteurs qu'on peut rencontrer dans la correspondance, il y a un index qui est vraiment précis pour ça, et il y a un deuxième index qui a été fait sous l'impulsion de Madame Le Sourd, qui a dit non, il faut vraiment que le livre soit, et tous les outils de travail universitaire, qui lui comprend un index qui comprend l'ensemble de tous les noms cités, donc des noms contemporains de ceux qui ont pu travailler sur la question. Alors, ces lettres témoignent des échanges entre Maritain et Berdyaev au sujet, au départ, de leurs articles respectifs publiés dans une revue dirigée par l'autre. Très tôt, Maritain publie un texte de Berdyaev qui s'intitule « Le destin de la culture », c'est quand même un grand sujet, et Maritain publie ça dans les chroniques du Roseau d'Or. Donc Maritain ne pouvait pas faire mieux que d'introduire Berdyaev dans les chroniques. Et puis Berdyaev, il va introduire Maritain dans la revue Put,
Donc c'était la revue qui dirigeait, dont vous avez sans doute entendu parler. Et c'est un article sur métaphysique et mystique. Donc il prend vraiment un sujet qui était au cœur de la réflexion de Maritain, et qui est donc traduit en russe à l'occasion. Donc ces lettres témoignent des échanges. On découvre aussi, à l'occasion des textes de Berdyaev publiés dans les collections de Maritain, un des premiers textes, c'est le Nouveau Moyen-Âge. Ce Nouveau Moyen-Âge, si vous avez le livre, vous verrez qu'il est traduit par Aniuta Fumet, qui d'ailleurs présente Berdyaev. C'est la première présentation qui est faite de Berdyaev à un public français. Une présentation qui est faite par Aniuta et sans doute par son mari Stanislas, mais personne ne dit que c'est Maritain qui a coopéré à la traduction. Et de fait, la correspondance nous permet de découvrir que c'est Raïssa qui a lu le livre en russe et qui, oralement, le lisait et le traduisait oralement à Jacques. Avant même qu'il soit traduit, donc c'est Raïssa qui a traduit le texte. Donc Raïssa, on voit donc le rôle de Raïssa. C'est pas banal de lire et de traduire un livre entier. Et puis, Berdyaev n'est pas satisfait de la traduction, non pas qu'elle soit inexacte, mais elle est trop littérale. Et Maritain lui dit, mais moi je veux que le texte soit vivant et qu'il ait beaucoup d'ampleur et de style. Et donc c'est Maritain qui... Pardon, il n'est pas satisfait de la traduction d'Aniuta Fumet. D'Aniuta Fumet, qu'est-ce que j'ai dit? Non mais on ne s'était pas... Ah oui, d'Aniuta Fumet. Oui. Et donc Maritain lui dit, on va l'améliorer. Et sur les épreuves, et Maritain, il travaille plusieurs fois, on voit les lettres qui se succèdent à un bon moment pour améliorer, parce que Maritain veut que le texte soit vraiment lisible et vraiment tous les faits possibles en français, au moins avec la même intensité que ce texte avait en russe. Alors moi, je ne peux pas faire la comparaison, mais on peut imaginer que Raïssa pouvait l'évaluer. Donc, voilà, quelque chose qui est inapparent, mais que la correspondance révèle, ce qui permet de souligner, une fois encore, le rôle important de Raïssa Maritain dans les échanges. Alors, on le sait aussi par ailleurs, parce que Raïssa participait aux réunions sur les questions de mystique, et Raïssa, c'est une poète et une mystique. Et donc, quelquefois, elle donnait son jugement, elle disait non, ça va pas, ou ça, je suis d'accord, ou elle demandait des explications. Donc, on imaginait Raïssa plutôt évaluant les échanges sur les questions de mystique. Eh bien, pas seulement, elle est aussi vraiment très, très partie prenante de cette relation amicale. Et chose étonnante, à un moment, Berdyaev veut rencontrer Raïssa pour échanger sur des questions de philosophie et sans doute aussi de mystique. Alors on se dit, ben oui, c'est bien normal. Sauf qu'à la même époque, et on le sait pertinemment par les carnets de Maritain fait des conférences au Canada et aux États-Unis. Et donc, plusieurs fois, donc, ils s'écrivent, je viendrai plutôt à 5 heures, non, je ne viens pas pour dîner, je viens pour qu'on puisse réfléchir. Et puis il y a une autre occasion où Maritain est absent, et c'est Raïssa qui est invité à Clamart, et c'est là, c'est Lydia qui le dit, Raïssa est là, et elle plaisante, elle dit oui, mon mari est devenu marin. Pourquoi? Parce que comme il va au Canada en bateau et qu'il est souvent sur les mers, voilà, j'ai épousé un marin qui n'est pas chez moi. Voilà. Donc ils blaguent et ils échangent entre eux. Et Raïssa est vraiment présente dans cette amitié. Et à mon avis, elle est même, elle y trouve un intérêt très important, mais ça s'explique par sa propre culture russe. Alors, dans d'autres échanges épistolaires, nous informent de la genèse, de la traduction et de la publication des livres de Berdyaev. Certaines lettres apportent des précisions aussi sur, d'autres livres. Par exemple, il y a un livre sur le problème du communisme. Là aussi, on voit Maritain qui écrit à Berdyaev. Il y avait un des articles qui n'était pas traduit, Maritain lui propose des traducteurs pour lui dire, tiens, puisque les choses n'avancent pas, on pourrait demander à tel traducteur de travailler pour que ce livre soit publié.
Et puis il y a aussi un autre livre, c'est le livre sur Constantin Léontiev, qui est publié aussi au Roseau d'Or, ou la collection des îles. Et ce livre met du temps à être publié, peut-être qu'il est resté au moins en attente pendant 3 ans. Donc ils échangent, Maritain dit, mais là pour l'instant on ne peut pas aller plus vite, si vous voulez, vous pouvez reprendre votre texte, mais sinon laissez-le nous. Et finalement il est publié aussi dans une collection de Maritain. Alors il y a d'autres lettres qui apportent des précisions sur le programme des réunions interconfessionnelles. Pour ma part, je savais qu'il y avait des réunions interconfessionnelles. D'abord à Paris, puis ensuite à Clamart. Mais quels étaient les sujets abordés? Eh bien, dans les lettres, ils se disent, tiens, on pourrait inviter tel conférencier, on pourrait inviter Louis Massignon, on pourrait inviter Gilson, on pourrait parler du principe d'identité, on pourrait parler de la Sophia. Donc tous les sujets, je pense sur les 14 réunions, je pense que les 13 réunions, on peut leur donner un titre et on peut leur donner un conférencier. Il y a des réunions sur... Oui. Pardon, non. Ah bon. Donc l'avantage de ces lettres, c'est que ça permet d'aller plus loin en disant... Et puis alors on découvre des choses intéressantes. Ils échangent et ils disent, tiens, on pourrait inviter telle ou telle personne. Alors Maritain répond, oui, mais moi, il faut que je demande à Monseigneur Chaptal, évêque de Paris, il faut que je lui communique la liste pour ces réunions. Pourquoi? Parce que le Vatican avait, à cette époque-là, mis un frein pour les réunions écuméniques, le mot n'existait pas encore, mais interconfessionnelles. Et donc, très peu de réunions étaient autorisées, sauf si, dans le cas de Maritain, parce qu'on lui faisait confiance, mais il fallait quand même préciser quels étaient les théologiens chrétiens ou les philosophes qui étaient présents à ces réunions. Donc ça nous permet d'avoir des détails sur je dirais, le contenu et les membres présents à ces réunions. Et puis il y a un échange, parmi les échanges, il y en a un qui a vraiment une valeur assez importante, c'est l'échange de novembre-décembre 1933, où c'est à l'époque où Maritain écrit du régime temporel et de la liberté, et de son côté, Berdyaev écrit son livre Esprit et liberté. Ils s'envoient mutuellement leurs livres, on est au mois de mai-juin, ils n'ont pas le temps de le lire tout de suite, et puis ensuite, un peu plus tard, après l'été, Maritain découvre que... Berdyaev découvre le livre et lui dit, bah oui, mais alors ce que vous écrivez, c'est toujours très intéressant, vous écrivez très bien, vous vous exposez avec merveille, mais vous me prouvez que la philosophie thomiste n'est pas du tout une philosophie de la liberté, et donc c'est pas possible, vous êtes des intellectualistes, et ça n'existe même pas dans l'évangile, l'intellectualisme d'ailleurs. Voilà. Et donc ils s'échangent sur vraiment des raisons de fond qui expliquent qu'ils sont vraiment à l'opposé sur la question de la liberté. Alors Maritain lui répond, et il répond point par point sur ces questions-là. Et alors c'est très intéressant parce qu'en 2 pages, vous avez le débat et où ils exposent chacun leur point de vue. Et moi je trouve que Maritain répond très simplement, mais vraiment avec une très grande simplicité, en lui disant, ben, vous trouvez que l'intellectualisme, ça n'a pas de rapport avec l'évangile, mais il dit, mais pourtant le logos, au commencement était le logos, donc quand même, c'est quand même autorisé de placer l'intelligence, je dirais, à une place assez noble. Donc c'est des échanges qui sont toujours très courtois sur des sujets importants, sur lesquels ils se sont bien sûr, ils ne se sont pas convaincus mutuellement, ils sont restés chacun fidèles à leurs intuitions de départ. Il y a aussi, bien sûr, dans cette correspondance, des petites cartes quand ils sont en vacances, des petits mots écrits à la hâte, et qui permettent aussi de découvrir leurs liens les plus amicaux, les plus naturels. Et puis, parmi ces cartes et ces lettres, d'ailleurs, pendant une période, c'est très étonnant, ça dure 3 ans à peu près. Maritain signe,
Yakov Pavlovitch, et il écrit à son ami Nikolai Alexandrovitch. Alors moi au début je ne savais pas trop pourquoi, et c'est le hiéromoine de la bibliothèque de Clamart qui m'a dit si, ça veut dire si on utilise l'appellation Maritain fils de Paul, ou Jacques fils de Paul, ou bien Nicolas fils d'Alexandre, ce sont des salutations vous me corrigerez, hein, qu'on ne se donne que entre collègues éminents. Donc c'est à la fois affectueux, parce qu'entre eux ils se parlent russe, et puis c'est un signe de reconnaissance, disons, amicale et académique. Donc ces lettres nous font découvrir c'est pour ça que dans le titre du livre, vous verrez apparaître Yakov Pavlovitch et Nikolai Alexandrovitch. Alors, cette correspondance apporte beaucoup de détails et quelquefois des discussions sur des points importants. Une autre discussion importante, c'est sur les questions de mystique, parce que dans les réunions interconfessionnelles, ils avaient abordé la question de la théologie négative, parce que Berdyaev avait lu beaucoup les mystiques flamands, Böhm et d'autres, et donc il était partisan d'une spiritualité qui faisait appel à un principe Lundgrund, qui était j'allais dire le nec plus ultra, enfin la fin des fins, et qui était même le fond irrationnel, qui était à la racine même de la vie intra-trinitaire de Dieu. Alors Maritain lui répond, et en 5 lignes, il dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Il répond à Berdyaev, il dit, c'est pas possible, si Dieu s'est révélé lui-même, il nous a dit lui-même qui il était. Pourquoi aller chercher une idée humaine qui serait plus profonde que ce que Dieu révèle de lui-même? Alors on n'a pas la réponse de Berdyaev à cette question-là, mais c'est quand même des questions absolument essentielles. Et ils se répondent avec une simplicité et en 4 lignes. Et il lui dit, il lui répond, voilà, moi je peux pas vous suivre sur ce terrain-là. Mais ils ont quand même travaillé de nombreuses années ensemble, donc ils avaient beaucoup de points où un accord réel existait. Ils ont parrainé la revue Esprit, ils ont vraiment formé des jeunes à se lancer sur un engagement des chrétiens dans la vie sociale et politique. Donc voilà, ça ils l'ont fait ensemble aussi. Donc pour introduire cette correspondance, il y a une présentation substantielle, c'est celle que j'ai faite, qui occupe la première partie du livre, et qui permet de suivre les différentes étapes, les réunions interconfessionnelles, le débat sur Descartes au studio franco-russe, les échanges sur Dostoïevski. Alors, Maritain n'avait pas voulu publier lui-même l'esprit de Dostoïevski, mais il n'était pas contre. Mais le rapprochement que Berdyaev faisait entre sa propre pensée et celle de Dostoïevski avait inquiété un ami de Maritain qui s'appelait qui n'était pas le cardinal à l'époque, mais qui était l'abbé Journet. Et l'abbé Journet, qui lui, en Suisse, vivait déjà dans un milieu où ils avaient les protestants à côté d'eux, donc il était lui un peu le garant d'une catholicité la plus nette. Il trouvait que Berdyaev, son lien avec Dostoïevski, et les critiques que Dostoïevski faisait à l'Église catholique, il disait mais ça va pas, et donc il avait critiqué Berdyaev. Et là il y a un échange de lettres, et ça c'est pas dans la correspondance qu'on publie, mais c'est dans la présentation. Il y a un échange de lettres entre Maritain et le cardinal Journet. Et Maritain explique à Journet qu'il a mal compris Berdyaev, et que Berdyaev, on peut aussi lui faire confiance sur pas mal de points. Mais il dit, les idées qu'il a, on ne peut pas les traduire. On ne peut pas les traduire en langage scolastique. Mais donc il y a des petits passages où il dit, et puis il lui dit, mais Berdyaev, il est comme ça, et moi je l'aime personnellement. Et donc, qu'est-ce qui s'ensuit? Il s'ensuit que si le cardinal Journet
avait critiqué Berdyaev dans ses articles. Au moment où il va publier son ouvrage qui réunit tous ses articles, hop, il supprime les critiques. Il adresse des critiques à Dostoïevski, mais pas à Berdyaev, qu'il respecte, parce que Maritain lui a ouvert les yeux sur une intelligence plus adéquate de la pensée de Berdyaev, qu'il ne faut pas prendre au mot dans son vocabulaire qui ne s'accorde pas avec la philosophie scolastique ou la philosophie thomiste. Donc c'est ça qui est intéressant de voir ces échanges, voilà, je dirais l'influence de Berdyaev, Maritain a joué pour aider à une meilleure compréhension, je dirais, d'une partie de certains textes de Berdyaev. Voilà. Alors, dans cette présentation substantielle, alors j'ai bien aimé ce que disait Françoise Le Sceau, oui, c'est un travail assez microscopique, donc oui, j'aime bien aller dans les détails et de moi donner tous les éléments qui montrent bien que cette relation, elle est fondée sur des faits très, très palpables. Donc je vais jusqu'aux virgules, jusqu'à la moindre virgule. Ce qui peut donc être, à contrario, un peu fastidieux. Mais dans ces cas-là, vous lisez juste la correspondance, et puis si vraiment vous voulez compléter, vous lisez l'introduction. Alors, ce livre a aussi une préface de Michel Fourcade, qui est un historien qui est prof d'histoire à Montpellier, qui est entre autres choses, président du cercle d'études Jacques et Raissa Maritain, donc pour moi c'était très facile de le contacter. Mais par contre il est très pris, donc il a fallu attendre aussi la préface. Mais aussi il a travaillé plusieurs fois sur ces questions-là. Il avait publié un ouvrage sur la réception de l'orthodoxie en France. Soloviev, Berdyaev et Bulgakov. Donc il a une vue assez large aussi de la réception de la pensée russe et orthodoxe en France. Alors cette préface, il l'a intitulée Deux intellectuels au nouveau Moyen-Âge. Décidément, le nouveau Moyen-Âge, ça va coller à la peau de Berdyaev. Ce qui est un titre pas facile à comprendre, hein, parce que le nouveau Moyen-Âge, c'est aussi parce que c'est Berdyaev qui l'explique. Il n'y a pas eu de renaissance aussi. Et donc on ne peut pas dire une renaissance, une nouvelle renaissance, il n'y en a pas eu. Donc si on veut revenir à un âge antérieur, c'est revenir au Moyen-Âge. Parce que l'Occident a connu la Renaissance, mais le monde russe et orthodoxe n'a pas connu la Renaissance, du moins pas de la même manière. Donc si on ne sait pas ça, on risque de penser qu'ils font tous les deux marche arrière. Mais non, c'est pas du tout l'intention. Alors, la préface de Michel Fourcade situe d'emblée l'enjeu de cette correspondance et de cette amitié médiatrice. C'est une expression de Michel Fourcade, c'est une très belle... On aurait presque pu le prendre dans le titre, mais je lui laisse cette expression qui est parfaite. Au sein, donc, cette correspondance, cette amitié médiatrice, au sein d'un espace culturel de chrétienté longtemps fragmenté, et dont on mesure aujourd'hui la fragilité, mais où, en tout cas, Berdyaev et Maritain, en leur temps, ils ont joué à rapprocher ces morceaux fragmentés. Donc aujourd'hui, on connaît les difficultés, on les connaît même encore plus, pour entretenir un dialogue entre l'Orient et l'Occident, entre Moscou et Rome. Donc voilà, finalement, cette correspondance... elle est publiée vraiment au bon moment. C'est pour ça qu'elle va être publiée simultanément en polonais, en russe, en français, et j'espère bientôt en anglais. Voilà, merci de votre attention. Oui, alors moi je suis ici parce que au moment où Bernard Hubert publiait la version française originale de cette correspondance, moi j'étais avec Teresa Obolevitch qui enseigne la philosophie et notamment la philosophie russe
à l'université de Cracovie. J'étais en train de travailler avec elle, sans savoir que Bernard Hubert travaillait à cette publication. J'étais en train de travailler avec Sœur Obolevitch, car c'est une religieuse, à la traduction russe de cette correspondance. Il existait déjà une partie, en tout cas des lettres de Maritain à Berdyaev, qui avait été traduite par Nathalie Trauberg, je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains d'entre vous, dans la revue Putsch en 92. Alors, donc ces fragments-là ont été repris, un peu corrigés. Et donc voilà, donc ça vient de paraître aussi, il y a 2 mois. Donc c'est la correspondance Berdyaev-Maritain en russe. Et puis comme ça a été publié par l'université de Zielona Góra, donc c'est aussi traduit, il y a une traduction polonaise aussi qui va avec. Voilà. Sœur Obolevitch, d'ailleurs, est très active. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est venue ici. Ah bon, alors, d'accord. Voilà. Et elle a un de ses ouvrages, d'ailleurs, sur la pensée russe, a été traduit en français. Oui, non, ce que je voulais dire, peut-être, pour ajouter des choses, on peut toujours ajouter beaucoup de choses, d'ailleurs, mais il y a le rôle de Léon Blois. Léon Blois, parce que, comme vous le savez, Maritain et Raïssa, quand ils se sont connus, ils étaient plutôt gauchistes. Et Maritain a rencontré Léon Blois, il a été ébloui, et Léon Blois est devenu son parrain, parce que Maritain était né dans une famille protestante. Et donc, Maritain est devenu catholique, je crois qu'il avait 25 ans, 20 ans, et avec Raïssa, donc qui était juive d'origine. Voilà. Et donc ils ont un catholicisme, en tout cas dans leur jeunesse, assez flambant et très marqué par Blois. Et ce qui est intéressant, c'est que Berdyaev avait parlé de Blois déjà en Russie, et je ne sais pas s'il l'a traduit en partie, mais en tout cas il y a un article dans la revue Putsch, alors le Putsch de... Ah non, c'était pas Putsch, c'était une autre, j'ai oublié le nom de la revue, de Berdyaev, donc en Russie, avant la Révolution, où il présente Léon Blois, l'auteur de l'exégèse des lieux communs. Voilà. Et alors, quand Berdyaev est arrivé en France en 1924, sa femme, la femme de Lydia Berdyaev, qui était elle aussi convertie catholique, la femme de Berdyaev était catholique, pas sa belle-sœur avec laquelle il vivait, mais sa femme, oui. Et alors, elle était convertie, donc elle était très ardente, et elle voulait absolument connaître la veuve de Léon Blois. Blois meurt en 1917, je crois. Et alors, c'est Stanislas Fumet, qui lui aussi avait une épouse russe, d'origine juive, dont on a parlé tout à l'heure, Anyuta Rosenblum, de naissance, et donc il connaissait Madame Blois. Et alors, donc il a présenté les Berdyaev à Madame Blois, etc. Et donc Madame Blois lui a suggéré de connaître Maritain, qui était lui aussi donc un filleul de Léon Blois. Mais Fumet ne voulait pas, parce qu'il se disait, oh mais Maritain, à l'époque il était maurassien, épitomiste, ça n'a pas du tout marché, et puis en fait ça a marché. Voilà, c'est ça. Donc ça a été une amitié dont on a parlé, et une amitié extrêmement féconde, parce que là vous avez cité un certain nombre de noms, mais en grande partie grâce à Maritain, Berdyaev a connu tout le monde à Paris. C'est impressionnant.
Louis Massignon, Étienne Gilson. Il a été invité au Décade de Pontigny, comme vous savez, plusieurs fois même. Enfin bref, c'est... Charles Dubos. Comment? Charles Dubos, Charles Gabriel Dubos, Marcel. Gabriel Marcel, enfin c'est... Mounier. Oui. Mounier, Enfin, Mounier était il l'a beaucoup plus croisé. Oui. jeune. Il a croisé le dos. Voilà. Bon, voilà ce que je voulais dire pour compléter un peu. Merci. Oui, on voit justement l'importance de Charles Dubos. On le voit partout. Il s'est même occupé de la correspondance d'un point à un autre quand elle a été traduite de Vyacheslav Ivanov et de Gershenzon. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai tenu à ce que, enfin, j'ai préféré qu'il y ait un index complet du livre, parce que ces deux personnages, c'était vraiment des catalyseurs de la vie intellectuelle de leur temps, et il fallait qu'on puisse concrètement se rendre compte de tout cet ensemble qui gravitait autour d'eux. Et ça, seul l'index pouvait vraiment en rendre compte. Et il y avait toutes sortes de petits détails, par exemple, quand Maritain était à Rome, était ambassadeur, et là c'était vraiment la fin de la vie de Berdiaïev, et il dit « Le jeune Ivanov nous a donné des nouvelles. Or, le jeune Ivanov, c'était Dmitri Ivanov, le fils de Vyacheslav Ivanov, qui faisait tout le temps l'aller-retour entre Rome et Paris. » Et il y a beaucoup de petits détails comme ça qui sont très très importants pour la vie intellectuelle de cette époque-là. Mais ce qui frappe dans cette correspondance, c'est que ils sont jamais d'accord et en même temps ils apprécient profondément l'un et l'autre, chacun ce que dit l'autre. Et aussi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la force de ce lien affectif qui, jusqu'à un certain point d'ailleurs, n'est pas totalement explicable. Et c'est très bien dans l'édition polonaise. Enfin, on va dire quand même l'édition russe. Russo-polonaise. Tout est en russe, mais simplement les lettres existent en traduction polonaise. Ah oui. Mais la préface, tout ça, c'est en russe. Ah oui, c'est uniquement en russe, c'est vrai, oui. Donc, dans cette édition-là, j'étais en train de parler. C'est frappant. Ah oui, non, parce qu'elle cite, elle cite Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi, la fameuse amitié de Montaigne et la Boétie. Mais là, c'est vraiment très bienvenu, et c'est quelque chose, jusqu'à un certain point, qu'on n'arrive pas à expliquer, enfin, qui va au-delà de l'explicable. Et ce qui est remarquable, justement, dans cette correspondance, et puis dans leur lien en général, c'est qu'ils sont sans cesse en train de se dire « je suis pas d'accord, mais j'admire ce que vous faites. Je suis vraiment... » Oui. Non, il y a une russophilie chez Maritain inexplicable. Enfin, bon, oui. Et profondément russe. Et d'ailleurs, avant même qu'ils ne connaissent Berdiaev, Fumet disait, Stanislas Fumet, qu'il connaissait bien avant, disait c'est un russe. Alors, il avait épousé Raïssa. Oui. Il avait épousé Raïssa. Ouais, c'est un espèce de destin. Oui. Et choix. Non, c'est au-delà même du choix, justement. Et je pense que c'est ça, pardon, attends, parce qu'après, sinon je vais perdre le fil. Parce que si ils se sont rencontrés sous le signe de Léon Bloy, c'est justement leur côté anti-bourgeois qui voilà, j'allais le dire. On se connaît depuis trop longtemps. Donc là, c'est quelque chose de profond quand même, qui était là à l'origine, enfin, et qui les a. Donc une des choses qui les a rapprochés. Oui, pour Léon Bloy, le bourgeois est en dessous du cochon. Oui. Et donc, en y réfléchissant, moi je me dis, effectivement, ils se rencontrent très bien dans des oppositions. Ils ont des ennemis communs. Ils sont anti-bourgeois, ils sont anti-cartésiens, ils sont contre le monde moderne. Sur tous ces terrains-là, ils sont vraiment à l'unisson. Mais s'il faut ensuite voir quelle est la part positive qu'ils construisent ensemble,
en métaphysique ou en épistémologie, mais ça, là, on ne voit pas. Par contre, ils ont vraiment des affinités, ou du moins des animosités à l'égard de certains thèmes et d'idées qu'ils refusent avec la même radicalité. Et là, Maritain est aussi radical que Berdyaev, et ils se stimulent mutuellement, je pense. Et par exemple, Berdyaev dit que Lénine, c'est l'esprit bourgeois par excellence. Et pourtant, il avait été interrogé par Dzerzhinsky, Berdyaev, avant de partir. Et il avait passé un mauvais quart d'heure, avec héroïsme d'ailleurs, très probablement. Mais pour lui, c'est l'esprit bourgeois. Alors bon, Dzerzhinsky, esprit bourgeois, on peut toujours le dire, mais... Qu'est-ce que c'est pour eux, bourgeois? Oui. C'est ça que Voilà. Mais oui, sur ce point-là, alors là, oui. c'est l'étroitesse d'esprit. Voilà, exactement, C'est le manque d'ouverture. le manque d'idéal, d'idéaux réels. Enfin, oui. C'est les limites. Oui, bien sûr. Mais justement, en fait, ce qui les rapprochait, c'était le même intérêt pour les questions métaphysiques, enfin les questions religieuses, mais, et ça c'était présent aussi chez Maritain, le sentiment qu'il y avait un au-delà. Mais quand Maritain écrivait Primauté du spirituel, enfin, malgré tout, il y avait quelque chose là qui était en convergence avec le Nouveau Moyen-Âge. Parce que dans le Nouveau Moyen-Âge, c'est ça qu'il affirme Berdyaev, c'est qu'on est en train de... en fait, on surmonte toutes les limitations de l'humanisme, tout ce que ça peut avoir de trop étroit, pour déboucher sur un nouveau règne de l'esprit. Et donc ça, au fond, ça les rapprochait profondément. Mais je crois qu'on comprend mieux, justement, le caractère quand même assez subtil de leur dialogue quand on pense à l'histoire de la théologie en Occident et en Russie. Elle est très différente. En Occident, on sait bien, il y a eu la scolastique, il y a eu une habitude de raisonner sur les questions dogmatiques, c'était admis. En même temps, il y avait forcément des limites qui étaient implicites. D'ailleurs, on en a bien parlé, Bernard Hubert en a bien parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il était clair qu'il y avait une révélation qui avait été donnée et que sur certaines questions, l'homme n'avait pas à s'interroger. En particulier, il y a une chose très importante, c'est la vie intratrinitaire. Ça, c'est une question qui se met à être vraiment très importante dans la théologie orthodoxe à cette époque-là, et qui souvent, et qui pendant un certain temps, n'est pas du tout admise. L'idée, par exemple, que cette vie intratrinitaire, ça implique qu'il y ait une kénose, un sacrifice, et donc une sorte de souffrance intratrinitaire. Ça remet en question même l'idée de perfection divine. Et les Russes, ce qui m'a mis, qui a attiré mon attention, c'est que Lev Karsavine a été l'un des premiers justement à poser ces questions-là, que on ne pouvait pas éviter de, si on pensait justement à la question du filioque et si on se posait la question de la vie intratrinitaire, on ne pouvait pas éviter de poser cette question du sacrifice et de la souffrance divine à l'intérieur même de la Trinité. Et c'est une chose que même la théologie orthodoxe je crois, Sergei Bulgakov a commencé à accepter cette idée-là, qu'on puisse se poser cette question-là dans les années 30, vers la fin des années 30, alors qu'au départ, c'était pas accepté, mais on a pris conscience d'une certaine façon que l'idée humaine de la perfection était insuffisante, que la perfection divine était un au-delà
justement des représentations humaines. Et ça, Berdiaïev a contribué certainement à en faire prendre conscience. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ça vient justement de deux histoires différentes. Parce qu'en Russie, il n'y a pas eu de théologie au sens occidental pratiquement jusqu'au début du XIXe siècle. Parce que c'était l'Église des 7 conciles, fidèle au texte des 7 premiers conciles, auxquels on n'ajoutait rien. On n'avait pas le droit. Alors, il y avait des sermons, mais ça avait une valeur morale, c'était Boží zákon, c'est-à-dire des règles de vie, la morale. Mais il n'y avait pas de réflexion sur les dogmes qui soit une façon de les reformuler chaque fois dans la langue de telle ou telle époque. Et il n'y avait pas eu ce que Vladimir Solovyov a appelé le développement dogmatique. Quand on pense, le premier catéchisme a eu beaucoup de mal à être accepté. Il a été écrit, vraiment le premier catéchisme en tant que tel, par le métropolite Philaret dans la première moitié du XIXe siècle. Et il a eu beaucoup de mal à le faire accepter parce qu'il avait traduit en russe des passages de l'Écriture sainte. Et c'était pas accepté. Et en fait, le vrai premier catéchisme, c'est celui de Khamiakov, le texte sur l'Église, à Tserkvi. Il le présentait comme une sorte de catéchisme. Et ce qui explique simplement une tradition russe dans laquelle Berdiaïev s'insère, c'est la tradition des théologiens laïcs. Et qui n'est pas du tout acceptée en France, et encore moins maintenant, je me suis heurtée à ce refus, que cette façon comme ça d'aller remuer des questions aussi particulières que l'idée de vie intratrinitaire, c'était pas à l'homme de se poser ce genre de questions et d'aller réfléchir là-dessus. C'était tenter Dieu. Non pas chercher Dieu, mais tenter Dieu, c'est-à-dire aller au-delà de ce qui est permis de se poser comme question. Donc il y a à l'arrière-plan, il y a cette histoire différente, je crois, dans leurs échanges, qui est un petit peu, qu'on sent un petit peu, et qui explique une partie de leur différence. Et c'est d'autant plus extraordinaire qu'ils soient toujours... qu'ils aient toujours surmonté justement ces différences, parce qu'il y avait une soif spirituelle qui, au fond, les unissait. Oui. C'est juste une remarque. Il faut quand même rassurer les futurs lecteurs de cette correspondance. Il n'est jamais question du filioque. Non. Mais Berdiaïev était un philosophe et pas un théologien. Oui, tout à fait. Oui, mais justement... Mais un philosophe chrétien. Maritain considère qu'il fait de la philosophie chrétienne, il dit autrement que nous, mais c'est de la philosophie chrétienne. Donc il est philosophe. Et c'est là que Maritain pactise avec lui, parce qu'il se dit, ben voilà, encore un vrai philosophe chrétien. Il dit vraiment, il a la foi, il est philosophe, mais c'est pas la manière dont... Il dit autrement que nous, mais c'est un philosophe dans la foi. Et donc il est heureux parce que Maritain et d'autres luttaient contre la philosophie ambiante qui elle, ne cherchait pas de contact avec la foi chrétienne et la révélation. Leur différence les enrichissait. Oui, tout à fait. Oui. Ah bah oui. Et il y a encore une minute. Bien sûr, et je pense que tout naturellement aussi on tourne le micro vers la salle. Oui. Je peux encore juste dire une chose. Simplement, il y a une chose tout à fait étonnante aussi, qui les réunissait d'une certaine façon, et alors que, a priori, c'était complètement étranger, c'est que tous les deux couples, enfin, avaient fait vœu d'abstinence totale dans le mariage. Que c'est extraordinaire. Et ça, c'est une tradition russe aussi. C'est la tradition de Vladimir Solovyov qui l'exprime dans Le sens de l'amour. C'est-à-dire... Lossiev, les époux Lossiev. Eh bien, voilà, bien sûr, oui. Mais Lossiev, c'était différent parce que lui, il était carrément entré en religion. Il était moine, Lossiev. Ah oui.
Tandis que Berdiaïev et Maritain ne l'étaient pas, malgré tout. Parce que ça, bon, l'idée d'abstinence, etc., dans la vie monastique, là c'est pas particulier à la Russie, mais là, c'était absolument en dehors de la vie monastique, volontaire, et ça rappelle donc ce que dit Vladimir Solovyov dans Le sens de l'amour, c'est-à-dire l'immense énergie du sentiment amoureux l'a redirigé vers des buts différents, vers des buts spirituels. Mais Maritain serait d'accord avec ce que vous dites. Mais Berdiaïev, il ne donne pas les mêmes raisons de son célibat. Voilà ce que je dis. C'est probablement ma folle passion de la liberté, du principe de la personne, qui est à la base de mon aversion pour la vie de l'espèce, pour la consanguinité. Donc, alors, moi je ne verrais pas Maritain s'exprimer comme ça. La manière dont vous l'exprimez, je me dis, ça je pactise avec cette version. C'est une espèce de sublimation, mais c'est pas du tout ce que dit... Et puis il y a le côté anti-bourgeois. Voilà, c'est ça. C'est contre toute vie installée. Oui, c'est ça. Ah bah si. Non, mais de fait, il y a cette... ils vivent des choses semblables, mais les raisons qu'ils se donnent, en tout cas les raisons philosophiques qu'ils se donnent, sont pas formulées de la même manière. Oui, mais justement, ce que vous dites à propos de Berdiaïev... La preuve, c'est que Maritain n'en parle pas. Oui, c'est après coup qu'on découvre que voilà. Finalement il vivait... Oui, mais c'est significatif. Alors que lui, il le dit dans son autobiographie spirituelle. Oui. On peut les comparer parce que c'est riche, mais il y a toujours des raisons qu'ils formulent chacun à leur manière. Il y a un gnosticisme aussi chez Berdiaïev, c'est-à-dire refus de la chair, parce que voilà, il y a un côté gnostique et dualiste même. Dualiste plutôt, oui. Et puis il y a aussi à l'arrière-plan, donc il y a Vladimir Solovyov et Le sens de l'amour, et puis il y a Fyodorov. Cesser de faire des enfants pour ressusciter les pères. Là encore, une espèce d'utopie rétrospective, rediriger l'énergie vers la recréation des générations disparues. Donc, curieusement, là, il y avait vraiment quelque chose de très profond dans leur affinité, je crois. Oui, mais sauf que quand même Maritain est plus calme. Sur ce... D'accord. Oui. Voilà. Mais écoutez, à ce moment-là, on va peut-être vous laisser les questions. Je pense que dans l'assistance, il y a beaucoup de questions. On va peut-être vous laisser les poser. Oui, à cette idée de couple quand même particulier, il y a l'idée que les deux vivent, donc le couple Maritain, le couple Berdiaïev vivent de cette façon avec une sœur chacun. Hein. Oui. Il y a la troisième personne. Bon. Et la belle-mère. Plus la belle-mère. Pas forcément chez Maritain. Si. Bon. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'en dehors de toute cette actualité de la correspondance Maritain-Berdiaïev, il y a un écrivain russe qui est Alexis Makouchinsky, qui a eu un grand prix Balshaya Kniga, je ne sais pas si c'est 2018 ou 2019, et qui a écrit un livre en russe, Predmestia Мысли, les faubourgs de la pensée, qui est sous-intitulé, qui est sous-titré Philosopskaya Pragulka, promenade philosophique, et qui part de la promenade que faisaient Maritain et Berdiaïev entre Clamart et Meudon. Donc ça c'est aussi une histoire extraordinaire. Alors il parle de tout ce qu'on a dit, il le fait, Makouchinsky est un écrivain, donc c'est un romancier, donc il enjolive tout ça, il décrit le paysage, c'est aussi un philosophe, donc il a... Toutes ces réflexions sont sous-tendues de philosophie et il élargit beaucoup le cercle, c'est-à-dire qu'en dehors de Maritain et Berdiaïev, il parle aussi de Charles Péguy, il parle des Russes Fondaminsky, de Rachel Bispalov. Donc c'est un gros bouquin qui a été vraiment primé et qui le mérite en Russie et qui n'a pas été encore traduit. Ah oui, mais... Voilà.
Ça va bientôt être fait. Hein, peut-être. Mapushinsky. C'est noté, hein. Oui, et moi j'en ai traduit comme ça une trentaine de pages que j'avais envoyées au Cercle Maritain ou je sais pas qui pour que ce soit publié, mais pour l'instant je ne Ah, sais pas. mais je n'ai pas eu connaissance de ça. Non, mais C'était sans doute il y a 10 ans ou... Non, c'est là. Vous voulez Non. réagir? Oui, enfin, moi je n'ai pas entendu parler de votre texte. Le livre, je ne sais pas s'il est sorti en 2018 ou 2019, enfin, c'est très récent, il a été primé 2018-2019. Et vous l'avez envoyé au cercle d'études Jacques et Raïssa Maritain? J'ai envoyé, enfin bon, ça on vous dira tout à l'heure. D'accord, ah oui, non mais c'est intéressant. Puis c'est quelque chose à faire connaître. Non, Je vais vous donner mon adresse mail tout de suite. Vous avez cité, pardon. Je vais vous donner mon adresse mail. tout de suite. Non, Mais vous on va avez trouver cité, les ces noms. C'est prodigieux les gens qu'il y avait chez Maritain. Il y avait Max Jacob, il y avait Chagall, il y avait Claudel. Enfin, c'est incroyable. Alors, Berdyaev, il n'était pas à chaque fois, mais il a pu être éclairé, renseigné, enfin rencontrer un monde, enfin l'élite française, on peut dire. Mais moi j'habite Meudon et le dernier numéro, le dernier fascicule des Amis de Meudon tourne autour de. Enfin, il y a on parle beaucoup de Maritain aussi. Ah oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Peut-être dans l'ordre à la dame d'abord. Merci beaucoup. Alors merci, c'est vraiment passionnant. Je me demandais, vous dites que certaines lettres sont de Berdyaev et Maritain, certaines sont du couple Maritain au couple Berdyaev. Dans quelle mesure est-ce que cette amitié en fait était la rencontre de 4 intellects? Comment chacun trouve sa place en fait au sein de ces échanges? Est-ce qu'il y a toujours consensus au sein de chaque couple sur des sujets qui peuvent opposer Berdyaev et Maritain? Enfin, Alors, on ne peut pas dire qu'ils sont toujours tous les 4 ensemble. Quelquefois, Raïssa était souvent souffrante. Donc, elle était au courant de ce qui se passait, mais Jacques va voir Nicolas Berdyaev et Raïssa ne peut pas venir. Quand Nicolas Berdyaev vient, il ne vient pas toujours avec Lydia. Donc, il y a des parties, il y a des moments où ils se retrouvent un dimanche pour dîner ensemble, et là, on sait pas trop, on n'a pas trop d'éléments. Mais pour les réunions, donc là, ils sont tous ensemble, et ils doivent y trouver beaucoup de joie à se retrouver. Et Berdyaev l'exprime, il dit on a besoin de vous voir, c'est vraiment, on serait trop heureux de vous voir, on ne vous a pas vu depuis déjà un mois. Oh, vous vous rendez compte, c'est vraiment, ils se manquaient mutuellement, mais quand ils étaient vraiment tous ensemble. Quand ils travaillent, et quand ils coopèrent sur des réunions, alors certaines réunions sur les questions de mystique, Raïssa est présente, mais quelquefois elle ne peut pas parce qu'elle est fatiguée. Quelquefois, à un moment aussi, Maritain est surchargé de travail, Berdyaev aussi, donc Maritain dit mais moi je ne peux pas, on pourrait faire venir d'autres philosophes. Donc Maritain essaye de se retirer un peu parce qu'il commence à avoir trop de tâches à faire et il doit faire des conférences aux États-Unis, au Canada. Donc on voit bien que c'est pas du tout. Et pendant ce temps-là, s'il est absent, ben voilà, il se rencontre avec Raïssa ou Lydia. Donc c'est pas du tout un dialogue à 4, je pense. Alors ils s'écrivent à chaque fois, ils sont toujours très courtois. Quand Jacques écrit à Nicolas, il transmet toujours des salutations absolument chaleureuses et courtoises à Lydia. Et Nicolas fait exactement la même chose pour Raïssa. Quelquefois, ils s'écrivent tous les deux, mais s'ils s'écrivent seulement l'un à l'autre, Jacques à Nicolas, ils accompagnent toujours de salutations très, très chaleureuses. Et même à la fin, ils mettent à tous les trois ou à vous tous. Voilà. Ils incluent même Vera, ou bien Génape pour la famille. Donc à tous les vôtres, amitié à tous les vôtres. Voilà, j'ai répondu. Oui, Lydia Berdyaev a écrit ses souvenirs et ils ont été publiés. Oui. Professia Gena Filosofa. Et je crois que ça a été traduit en français. Oui. Femme de philosophe, métier. Femme de philosophe. Oui. Voilà, un métier, femme de ça philosophe. existe. Oui. André Lichkin.
C'est simple. J'ai une question un peu en marge. Est-ce qu'il y a eu des échanges entre Berdiaïev et Gabriel Marcel? Oui. Oui. Alors, Fondamental. oui, si. La preuve, c'est que quand Maritain ne peut pas publier l'esprit de Dostoïevski, il renvoie Berdiaïev à Gabriel Marcel. Et il y avait, là je vous ai parlé des réunions interconfessionnelles, mais il y avait encore d'autres réunions qui se passaient plutôt à Versailles, tantôt à Paris, où il y avait Charles Dubos, Gabriel Marcel, Berdiaïev, peut-être quelques grands poètes. Et donc là, c'est des réunions qui sont encore moins connues que les réunions interconfessionnelles. Mais là, moi, je n'ai pas fait des recherches pour vous donner des précisions. Mais qu'ils connaissent Gabriel Marcel, certainement. Et si vous lisez les entretiens de Mounier, vous verrez que les entretiens de Mounier, où Mounier était présent à beaucoup de ces réunions, eh bien, il cite Gabriel Marcel, il cite Berdiaïev à une même réunion. Donc oui, ils se parlaient, ils communiquaient. Je ne peux pas regarder à droite et à gauche en même temps. Mais je me demande s'il n'y a pas eu, justement parce que les questions étaient trop complexes, trop subtiles, un rétrécissement peu à peu. Au début, c'était boulevard Montparnasse, et il y avait beaucoup de monde, et même au bout d'un moment, ils ont trouvé qu'il y avait trop de monde pour vraiment discuter valablement sur ces questions-là. Après, il y a eu le studio franco-russe, où déjà les questions étaient quand même plus pointues et il y avait quand même un petit peu moins de monde, bien que 300. Malgré tout, hein, 300 personnes. Oui, c'était quand même très. Et puis alors ensuite, ça s'est encore rétréci et c'est devenu les fameuses réunions intimes de Meudon et Clamart. Et là, vraiment, il y avait quelques dizaines de personnes, mais pas plus. Oui. Et bon, c'était considéré comme intime, mais je me demande aussi si là, il n'y a pas la tradition russe des koulouchki qui se faisait quand même sentir aussi, cette habitude. Parce que chaque fois, les fameux cercles de tous les intellectuels, en particulier au XIXe siècle, parce que chaque... Et les cercles maritains. Aussi, oui. Les études maritaniennes, c'est autour de cercles, non? Oui, c'est ça. Non, ça s'appelle pas cercle, excuse-moi. Si, oui. Ça s'appelle le cercle d'études maritimes, parce que le cercle... Mais il y avait déjà les réunions... il y avait aussi les cercles thomistes, à l'époque. Et c'était déjà une retraite prêchée avec des gens qui venaient, et c'était des réunions spirituelles, mais sous la houlette d'un prédicateur qui venait pendant 4 jours faire un enseignement. Donc c'était des lieux de réflexion. Et le premier texte que Maritain rédige pour le cercle thomiste, c'est de la vie d'horizon. Donc c'était, disons, une école de prière. Oui, ça avait un caractère religieux quand même très affirmé. Alors que les cercles russes, les koulouchki en Russie, c'était c'était des intellectuels, c'était sur des questions intellectuelles en général, pas forcément religieuses. Et c'est pour ça que c'est la version russe, elle est intéressante. Enfin, les deux sont très intéressantes, mais je veux dire, elle donne une liste des sujets abordés dans les réunions justement de Clamart, je crois. Oui, ça, de Clamart. Voilà, systématiquement une liste des thèmes, parce que pour chaque réunion, un thème était donné à l'avance. On allait discuter, réfléchir d'abord et discuter sur tel ou tel sujet, oui. Donc c'était quand même très... Mais quel que soit le sujet, c'était soit des sujets de la vie mystique ou de théologie spirituelle. C'est pour ça qu'elles étaient intimes, c'est que c'était des personnes qui avaient déjà une certaine connaissance ou qui avaient été initiées à au moins les rudiments de la vie spirituelle pour pouvoir aborder le néoplatonisme, la question de la Sophia, enfin les grandes questions. Louis Massignon, il parle des mystiques qu'il étudiait. Oui. D'ailleurs, on est frappé par le nombre d'ecclésiastiques qui participaient à ces réunions. Ils étaient vraiment... et ce qui est justement très précieux, c'est de voir la façon dont l'abbé Journet parle de la vision de Dostoïevski de l'Église catholique.
la façon, même c'est un peu long parce que finalement c'est évidemment très caricatural et c'est pas propre à Dostoïevski cette vision de l'Église catholique, c'est beaucoup plus répandu. Mais enfin c'est précieux et c'est précieux justement parce qu'il y a énormément de citations, donc ça peut servir de matériau pour une recherche. C'est vraiment c'est vraiment précieux. C'est une magnifique conclusion. Pardon. Pour la recherche. Nous proposons maintenant continuer sur un véritable banquet intellectuel autour d'un verre. Et nous remercions de tout cœur les participants de cette soirée. Le livre est disponible. Il suffit de passer à Ali. On a suffisamment d'exemplaires pour tout le monde. Et comme François a très bien dit, ce livre va inspirer chacun à la mesure de vos interactions. Bravo pour tous ceux qui ont participé à la publication de ce livre et grand merci à vous.